Le 7 septembre 1939 marque une semaine complète depuis que la France et le Royaume-Uni ont déclaré la guerre à l'Allemagne nazie, déclenchant ainsi la Seconde Guerre mondiale. Tandis que les combats en Pologne continuent de faire rage, le front occidental reste largement calme. La France, engagée dans la « drôle de guerre », se trouve dans une période de grande incertitude. Alors que le gouvernement et les militaires continuent de renforcer leur position défensive, des pressions internes et des manœuvres internationales commencent à modeler les contours de ce qui pourrait devenir un conflit prolongé. Renforcement des défenses et préparation militaire. Le 7 septembre, la mobilisation de l'armée française se poursuit sans relâche. Les troupes sont maintenant pleinement positionnées le long de la ligne Maginot, avec des unités supplémentaires stationnées en réserve pour renforcer les lignes si nécessaire. Les efforts se concentrent sur le perfectionnement des fortifications, le creusement de nouvelles tranchées, et l'installation de défenses anti-chars et anti-aériennes. La préparation à un éventuel siège prolongé fait partie des stratégies discutées par les commandants militaires, bien que la véritable nature de la menace allemande reste incertaine. Dans le même temps, la France commence à explorer l'idée d'opérations plus actives. Le général Gamelin, bien que toujours engagé dans une stratégie défensive, autorise des reconnaissances plus agressives le long de la frontière. Ces mouvements sont principalement destinés à évaluer la force et les positions des troupes allemandes, et à maintenir la pression sans provoquer une confrontation majeure. Des rapports de petits engagements sporadiques le long de la frontière allemande commencent à émerger, bien que ceux-ci soient souvent des escarmouches limitées qui n'entraînent pas de pertes significatives. L'objectif principal reste de dissuader l'Allemagne de toute offensive massive tout en préparant les troupes françaises à une guerre prolongée et incertaine. La vie civile et l'adaptation à la guerre. Sur le front intérieur, la vie continue de s'adapter aux nouvelles réalités de la guerre. Les civils, bien que calmes en surface, ressentent l'effet de la mobilisation. Les familles sont séparées par la conscription, et les industries redirigent leur production pour soutenir l'effort de guerre. Le rationnement commence à être discuté sérieusement, avec des premières mesures de restriction sur les biens de consommation non essentiels pour garantir que les ressources soient priorisées pour les besoins militaires. Les journaux du 7 septembre continuent de refléter les préoccupations croissantes de la population. Le Figaro titre « Tenir et se préparer », insistant sur la nécessité de la résilience et de la préparation à une longue guerre. Le Matin publie des articles sur les efforts de mobilisation civile, mettant en avant les histoires de volontaires travaillant dans les usines d'armement et les hôpitaux de campagne. L'Humanité, pour sa part, maintient un ton critique, appelant à une résistance plus vigoureuse contre l'Allemagne tout en critiquant la lenteur de l'action militaire des Alliés. La Croix continue de prêcher l'unité et la foi, publiant des articles sur le soutien de l'Église aux efforts de guerre et sur la nécessité de rester moralement fort face à l'incertitude. La radiodiffusion devient un outil clé pour maintenir le moral et fournir des informations à la population. Le gouvernement français utilise les stations de radio pour diffuser des mises à jour régulières, des messages de soutien et des conseils pratiques sur la préparation à la guerre. Ces émissions deviennent rapidement une partie essentielle de la vie quotidienne, offrant à la fois des nouvelles et un sentiment de solidarité nationale. Répercussions internationales et manœuvres politiques. Sur la scène internationale, le 7 septembre est marqué par des développements diplomatiques et des ajustements de stratégie. L'Italie, tout en restant officiellement neutre, commence à envoyer des signaux mitigés sur ses intentions futures. Mussolini, surveillant la progression rapide de la guerre en Pologne, hésite toujours à s'engager pleinement dans le conflit. Cependant, il commence à renforcer ses propres forces militaires le long des frontières françaises et en Libye, dans l'éventualité d'un conflit plus large. L'Union soviétique, sous la direction de Staline, continue de jouer un rôle ambigu. Moscou maintient une attitude d'observation prudente tout en consolidant ses propres préparatifs militaires. L'ambassade soviétique à Paris reste en contact régulier avec le gouvernement français, tout en essayant de jauger les intentions des Alliés et d'explorer des options pour tirer parti de la situation en Europe de l'Est. Aux États-Unis, l'administration Roosevelt continue de surveiller la situation avec une attention croissante. Bien que toujours engagés dans une politique de neutralité, les États-Unis commencent à envisager des moyens d'étendre leur soutien aux Alliés sans s'impliquer directement dans le conflit. Des discussions sur l'augmentation des exportations de matériel militaire et de fournitures commencent à prendre de l'ampleur à Washington, alors que le gouvernement explore des moyens de renforcer la sécurité de l'Europe sans entrer en guerre. Au sein de la Ligue des Nations, il y a une reconnaissance croissante de la gravité de la situation.
Les appels à l'unité internationale contre l'agression nazie se multiplient, bien que l'efficacité de ces appels soit limitée par la réalité que de nombreux membres de la Ligue, notamment les États-Unis, restent neutres ou sont préoccupés par leurs propres intérêts de sécurité. Tensions politiques en France et débats sur la stratégie. Politiquement, le 7 septembre voit une intensification des débats internes en France sur la meilleure façon de poursuivre la guerre. Le gouvernement Daladier est confronté à des critiques croissantes de la part de plusieurs segments de la société et de l'armée. Certains réclament une offensive plus agressive pour affaiblir les forces allemandes avant qu'elles ne puissent se concentrer pleinement sur le front occidental après la conquête de la Pologne. D'autres, cependant, plaident pour une patience stratégique, arguant que la France et le Royaume-Uni doivent renforcer leurs capacités militaires et attendre que les conditions soient plus favorables avant de lancer une offensive majeure. Ce débat reflète une tension plus large entre la prudence et l'agression qui caractérise la réponse française à la guerre jusqu'à présent. Les divisions au sein du gouvernement sont de plus en plus visibles, avec certains ministres appelant à une approche plus proactive, tandis que d'autres soutiennent la stratégie défensive de Gamelin et du haut commandement. Daladier, conscient de l'importance de maintenir l'unité nationale, tente de naviguer entre ces positions, tout en maintenant une ligne de conduite cohérente qui puisse assurer le soutien du public et des forces armées. Conclusion. Le 7 septembre 1939 est un jour de consolidation et de réflexion pour la France. Tandis que la « drôle de guerre » se poursuit sans affrontement significatif, la nation continue de se préparer à un conflit qui pourrait s'avérer bien plus long et plus coûteux que prévu initialement. Les pressions internes et les défis diplomatiques commencent à façonner la réponse française, alors que le gouvernement et les militaires cherchent à équilibrer la prudence avec la nécessité de montrer une détermination ferme face à l'Allemagne nazie. Avec l'Europe à la croisée des chemins et la France en première ligne de la résistance contre l'agression nazie, les décisions prises dans ces premiers jours de guerre auront des conséquences profondes pour l'avenir du pays et pour le destin de l'Europe tout entière. Alors que les Alliés continuent de renforcer leur position et que les débats internes se poursuivent, la question de savoir comment et quand la France prendra l'initiative reste au cœur des préoccupations de ses dirigeants, de ses militaires et de sa population.